Alors, mon intervention, je pense, va se situer dans la continuité de celle de M. Oki qui a parlé des finalités. Là, je voudrais vous proposer des éléments de réflexion sur les moyens de l'éducation interculturelle et finalement placer la discussion d'emblée sous le signe de l'évaluation. Parce que je dirais qu'une compétence dans le XXIe siècle, une compétence qui n'apparaît pas dans un descriptif ou comme un descripteur dans un curriculum, dans un test, n'existe pas. Et donc, c'est, je pense, vraiment un défi que, je dirais, d'embarquer l'évaluation dans la fusée de Tintin qui était au début du PowerPoint de M. Oki. Elle doit être dans cette fusée. Et la réflexion que je vais vous proposer à travers l'expérience européenne est qu'elle n'est pas encore vraiment embarquée dans cette fusée, mais qu'elle doit absolument apparaître je dirais alors que la circulation internationale des individus l'impose en quelque sorte sur la scène et comme un débat. Alors là, je voulais très rapidement vous proposer, je dirais, des concepts obstacles, c'est-à-dire des concepts qui sont très présents dans notre façon de penser l'enseignement des langues, la notion de culture, et qui en fait nous empêche de passer à la notion de compétence. Alors, j'ai listé ici cette définition, enfin, de façon assez grossière, de la notion de culture, qui me semble donc là être tout à fait centrée sur le contenu, alors que si nous voulons aborder la notion de compétence, il faut les centrer sur l'individu. Donc, je vous laisse lire la culture comme cours de conversation, qui est d'ailleurs une notion, je dirais, très française, qui s'ancre dans une tradition du XVIIIe siècle, l'art de la conversation, qui est transposé après sur le plan pédagogique. Dire que la culture, c'est des connaissances factuelles sur un pays. Assimiler la culture aux 4 compétences bien connues des langues et dire qu'à la fin, au bout de ces 4 compétences, enfin, on a la culture. Dire que la culture, c'est des thèmes, des thèmes de civilisation, l'histoire de la France ou la chanson française, par exemple. Dire que la culture, c'est aussi savoir comparer ou assimiler la culture à ce qu'on a appelé dans l'enseignement des langues des documents authentiques, ces documents qui n'étaient pas produits à un usage pédagogique, mais qu'on va pédagogiser d'une certaine façon. Voilà, je dirais des définitions qui sont bien connues, qui sont vraiment en amont de la question de notre débat et que je voudrais vous proposer d'abandonner. Alors, ce qui fait avancer notre débat, c'est bien, il marche tout seul, mais alors, c'est bon. Ah, c'est vous, super. Bon, je préférais le faire moi-même, si vous voulez. D'accord, comme ça, je vois où j'en suis. Ce qui fait avancer notre débat, je dirais, c'est d'abord définir la notion de compétence. Par exemple, est-ce qu'on la met au singulier? Donc, dans ce cas-là, au moins, on acte qu'il y a une compétence culturelle ou interculturelle. Est-ce qu'on la met au pluriel? Ça veut dire que le singulier est déjà dépassé et que l'on va s'attacher à décrire une compétence culturelle ou interculturelle. Vous voyez que ça, c'est déjà je dirais des bonnes questions. Et puis, évidemment, quel adjectif on met après compétences? Est-ce qu'on parle de compétences culturelles ou des compétences interculturelles? Est-ce que l'une efface l'autre? Bon, voilà des éléments, des bonnes questions, j'ai envie de dire. Donc aussi sur la notion de l'évaluation, sur ces compétences culturelles ou interculturelles, de savoir si on va en quelque sorte les articuler avec des compétences linguistiques. Par exemple, ça c'est l'option prise par Michael Barham qui parle de intercultural communicative competence, donc où grosso modo on aura des compétences des compétences culturelles de niveau A, de niveau B, de niveau C.
ou est-ce qu'on les découple en quelque sorte des descripteurs associés aux compétences linguistiques? En tout cas, ce qui fait aussi avancer le débat, c'est, je dirais, d'ancrer cette réflexion non pas par rapport à un système linguistique, hein, les compétences interculturelles ou culturelles en anglais, en italien, en français, hein, mais de placer d'abord la transversalité entre les langues comme un objet, un même objet. Alors, pour proposer une alternative aux définitions de compétences, aux définitions de la culture, je voudrais donc vous proposer ici de façon, là encore, un peu grossière, mais j'espère que vous lirez entre les lignes, dire que la culture, c'est plutôt associé à des représentations de l'autre. Hein, donc une culture, ce n'est jamais quelque chose, je dirais, qui peut se matérialiser. Hein, il a de la culture, enfin, ça se matérialise sous forme de diplôme, par exemple, mais nous, on va dire que la culture, c'est finalement ce que je fabrique dans ma tête, hein, et on va appeler ça des représentations. On va dire qu'une culture, c'est toujours inscrit dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, si on va jusqu'au bout du raisonnement, il n'y a pas une culture française ou une culture japonaise, mais il y a tout de suite un pluriel suivant le siècle, la période à laquelle je réfléchis, ou alors la culture de Kyoto n'est pas celle de Tokyo, etc., etc., la culture du Nord, la culture du Sud. Dire aussi qu'une culture n'est pas nationale, hein, je pense que c'est un concept obstacle, parce que l'idée de nation, si vous voulez, est en fait une création, on va dire presque politique, voire même parfois idéologique, mais qu'une culture est toujours alimentée par le contact avec les autres, donc elle est toujours dans une dynamique, et qu'une culture, ce n'est pas une classe sociale qui la représente. Hein, souvent, je dirais, l'élite parle pour une culture nationale, mais au contraire de travailler dans une variété de pratiques nationales. Alors, quand on regarde comment le cadre européen commun de référence a utilisé, je dirais, la notion de compétences culturelles et interculturelles, je dirais que le travail n'a pas été terminé. D'une certaine façon, quand on regarde le sommaire de ce chapitre 5, on voit bien qu'on retrouve le mot interculturel ou culturel, mais vous le retrouverez dans les compétences générales, hein, c'est-à-dire dans le haut de l'énumération. Mais quand vous regardez les compétences communicatives langagières, là, elles disparaissent en tant que telles. Et les auteurs, enfin le consensus qui s'est fait autour du cadre européen commun de référence, c'était de dire que quand les compétences communicatives langagières étaient abouties, hein, de fait, il y avait des compétences générales et donc culturelles et interculturelles. Hein, ce qui dispensait en quelque sorte de donner des descripteurs communs pour ces compétences générales. Donc, je dirais plutôt que là, le travail est inachevé parce qu'on est sur quelque chose qui va de soi et non pas sur quelque chose qui est assumé, décrit. Alors, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est de faire des propositions médiocres ou bonnes, mais qui peuvent, j'espère, nous faire avancer dans ce débat. C'est de questionner, par exemple, la notion d'objectif, hein, qui est très utilisée, je dirais, dans l'enseignement, et de l'articuler avec un document. Hein. Donc, dire, par exemple, un document n'est pas en soi facile ou difficile culturellement. C'est l'objectif que l'on assigne au cours qui va rendre le document facile ou difficile. Hein. Parce que même un document très complexe, comme un journal, dans son ensemble, avec toutes ses pages, on pourrait dire qu'on peut déjà l'utiliser dans la première classe de débutants. Tout dépend de l'objectif et de la consigne que l'on donne. Donc, c'est aussi de se poser la question de la progression. Donc, de se demander, par exemple, si elle est dépendante ou indépendante d'une progression linguistique.
Donc, j'apporterai déjà un début de réponse en disant que si je suis déjà à ma deuxième ou troisième langue étrangère, peut-être que j'ai déjà des compétences acquises dans mon histoire personnelle, pendant que j'ai appris la première langue étrangère, pendant que j'ai appris la deuxième langue étrangère, que je peux réinvestir dans ma troisième langue étrangère. Et là, on va dans un raisonnement où les compétences culturelles ou interculturelles sont indépendantes d'un système linguistique donné. Et puis, donc, dans ces deux premiers éléments, qui sont quand même là très centrés, je dirais, sur des habitudes de travail en classe, sortir de la classe. Parce que je pense que dans ce 21e siècle, les langues vont s'apprendre en dehors de la classe. D'ailleurs, on pourrait dire que déjà au Moyen-Âge, en tout cas dans l'Europe du Moyen-Âge, un marchand qui allait vendre ses tissus à la foire de Leipzig, à La Haye ou à Paris, il était déjà plurilingue. Et de se dire que peut-être c'est maintenant le temps pour l'école de reconnaître des compétences ou des expériences acquises en dehors de l'école. Et là, le rôle de l'école, c'est de les valider, donc de les reconnaître. Mais donc de sortir en quelque sorte d'un cadre strictement scolaire. Et je dirais aussi de sortir d'une définition étroite de la notion de culture étrangère, qui serait en quelque sorte toujours au-delà des frontières de mon pays. Et de se dire que l'étranger, il est là aussi dans ma société, et que je vais aussi devoir savoir analyser comment l'autre est perçu dans ma propre culture. Et donc cette fameuse notion, je ne sais pas, de civilisation italienne, allemande ou française ou anglaise, elle est tout à fait bousculée dans la mesure où peut-être que moi aussi au Japon, je vais devoir interroger la façon dont fonctionnent mes pratiques vis-à-vis de la culture italienne, française ou autre. Donc vous voyez que tout ça nous bouscule assez bien, je dirais, un certain nombre de présupposés sur lesquels nous avons l'habitude de fonctionner. Alors, je reprendrai donc les quatre propositions, les quatre éléments descripteurs pour identifier des compétences culturelles ou interculturelles qu'avait cité monsieur Oki. Je voudrais les détailler et puis montrer quelques exemples. Alors, l'ordre n'est pas indifférent. Commencer par le savoir-être, d'une certaine façon, le mettre en premier, dire que c'est un élément absolument fondamental, alors que, je dirais, dans une conception assez classique, on mettrait les savoirs sur la culture étrangère en premier, comme un socle de connaissances basiques. Et là, donc, renverser le point de vue et faire de l'attitude vis-à-vis de l'étranger un point essentiel. Alors, pour illustrer cette notion de savoir-être, donc, je proposerai à titre d'exemple, ce n'est pas limitatif, mais deux objectifs. Donc, par exemple, savoir repérer des effets ethnocentriques dans un document venant de la culture de l'apprenant, et pas seulement. Supposons que nous sommes ici en train d'apprendre nous sommes au Japon en train d'apprendre le français, donc pas seulement repérer les effets ethnocentriques du Japon en France, mais aussi repérer les effets ethnocentriques de la France au Japon. Et du coup, les documents en japonais deviennent pertinents au regard de cet objectif. Ou savoir identifier des situations de valorisation ou de dévalorisation. Par exemple, on pourrait dire le discours touristique. Vous achetez un guide touristique, vous attendez de ce guide qu'il vous dise du bien du pays qu'il va vous offrir, dont la description est nécessairement positive. Mais historiquement, nous savons tous que nos pays ont aussi des vagues de xénophobie, et on va se dire que dans la classe, c'est quand même intéressant de regarder comment fonctionnent les discours xénophobes. En général, on a envie de les mettre en dehors de la classe parce qu'ils n'ont pas de valeur morale, éducative. Mais si on est
dans une autre, je dirais une autre posture que celle de la morale, mais celle d'une éducation, savoir reconnaître des discours dévalorisants, c'est aussi, ça fait partie, je dirais, d'une attitude liée au savoir-être. Des exemples d'objectifs liés au savoir-apprendre, savoir utiliser différentes sources d'informations sur la France ou l'Italie ici à Tokyo, ou à travers Internet ou à la télévision, je veux dire, ça fait partie d'un petit savoir de base minimum, mais qu'on peut acquérir très vite. Savoir étudier des documents, donc c'est pas non plus savoir seulement étudier des textes. Les cartes de géographie, les plans, les publicités contiennent des choix qui sont aussi des choix idéologiques, même si on pense souvent que la carte dit le vrai. L'exemple, l'étude comparée de différentes cartes montre que ne serait-ce que la façon de découper l'espace que l'on décrit contient en soi un choix idéologique, parce qu'il y a bien quelque chose qu'on va mettre au centre de la carte. Et donc, comme exemple d'objectifs liés au savoir-faire, savoir contextualiser une référence, je vais montrer un exemple, dans le temps, dans l'espace, savoir repérer, savoir faire donner un système explicatif, expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas, surtout quand l'autre est étranger, en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que je dois choisir entre ce qu'il sait qu'il ne sait pas, ce qu'il sait qu'il sait, ce que je ne sais pas qu'il sait, ce que je ne sais pas qu'il ne sait pas. Donc, vous voyez que construire une explication, finalement, ne va pas de soi, même si c'est un usage très ordinaire. Alors, voilà quelques exemples de savoir, et je voudrais passer tout de suite à justement cette articulation entre document et objectif qui nous permet de rentrer là dans la chair du travail à faire, dans l'os du travail à faire dans la classe. Par exemple, savoir situer dans le temps, savoir repérer des effets stéréotypés, savoir identifier des marques d'appartenance sociale. Je voudrais vous montrer 3 exemples. Voici par exemple un document. Je dirais, quelle est la bonne question pour contextualiser ce document? Contextualiser, savoir situer dans l'espace, savoir situer dans le temps. Je dirais que ce qu'il est important, si je dis que ce document parle de la France, c'est de voir que ce n'est pas une France contemporaine. Ce n'est pas si évident que ça, parce que certains pays veulent, du point de vue de certains pays, on peut voir la France comme un pays attardé. Par contre, là, je dirais, le cadre national n'est pas la meilleure contextualisation, parce qu'on est d'abord dans une culture rurale qui est encore très partagée en Europe, et bien sûr pas seulement en Europe. Donc, ces femmes au lavoir, ces vaches qui circulent dans les petites rues, vous voyez qu'il est important, enfin là je pense qu'on pourrait vraiment parler d'une erreur d'interprétation que de penser que c'est typique d'une France contemporaine. Bon, en fait le document est situé dans l'Ariège et on est dans les années 50. Alors, voilà un autre document qui pourrait, juste pour illustrer, si vous voulez, cette idée de travailler sur les effets stéréotypés. En fait, ces 2 illustrations sont tirées d'un livre pour enfants, rédigé par quelqu'un qui a pris un surnom, l'oncle Hansi, et c'était un livre d'histoire pour les petits Alsaciens. Vous savez que l'Alsace, c'est un pays frontalier entre la France et l'Allemagne. Donc, au fil de l'histoire, tantôt l'Alsace a été française, tantôt l'Alsace a été allemande, et ça a été un territoire de guerre important. Et là, donc, on a je dirais, la vision de 2 envahisseurs. Là, sur votre gauche, un envahisseur allemand. Le sous-titre, c'est les Germains. Les Germains aperçoivent la France de l'autre côté du Rhin.
Donc vous voyez que ces Germains sont des hommes préhistoriques plutôt sauvages et quand même menaçants, avec cette hache et ce regard cupide sur le territoire français. Alors là, on est dans des mauvais envahisseurs, donc des ennemis. Hein, et à droite, on a des bons envahisseurs, des amis. Ce sont les Romains. Hein. Donc voilà, je dirais, on est dans un ouvrage pour enfants. Mais dès les ouvrages pour enfants, je dirais, une vision du territoire se construit. Et là, on voit bien comment le livre va désigner en quelque sorte des bons envahisseurs, des mauvais envahisseurs. Et là, on a effectivement un traitement assez stéréotypé, on va dire, de l'autre dans sa différence. Un exemple sur le repérage des marques sociales, voilà deux couvertures de magazines français. Donc ici à gauche, on a donc les Français décrits par les Français. Donc là, on est dans une auto-représentation des Français, tandis que de l'autre côté, on a une hétéro-représentation. C'est comment les Français voient les Américains. Donc ce sont en fait deux documents de nature tout à fait différente, même si visuellement on a envie de dire c'est les mêmes. Alors ce que je voudrais là pointer, c'est qu'on est sur la première page d'un magazine, mais que dans l'auto-représentation des Français, on a une vision déjà beaucoup plus complexe que pour l'hétéro-représentation des Américains. Car là, ce que l'on voit dans cette petite dizaine d'images, on voit quand même une variété de marqueurs sociaux. Hein, on voit des générations, on voit une diversité religieuse, une diversité sociologique à travers des métiers ou des fonctions. Hein, l'écharpe tricolore, c'est le maire, ce n'est pas exactement un métier. Et donc, on voit que là, l'idée, hein, c'est de mettre en scène une certaine diversité sociale qui sera en quelque sorte décuplée à l'intérieur de la revue. Alors, je voudrais ajouter la notion d'expérience vécue que j'ai citée, celle justement de l'étudiant Erasmus, des échanges scolaires. Et là, par rapport à l'évaluation, va-t-on évaluer cette expérience vécue? Est-ce qu'on va dire qu'il y a des bonnes expériences, des moins bonnes, des plus complexes, des moins complexes? Je vous propose plutôt de parler de reconnaissance de cette expérience de l'altérité. Mais quelques conditions pour reconnaître cette expérience. Hein, il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai été tant de mois en Allemagne ». Il y a cette notion de réflexivité qui donc doit accompagner le séjour à l'étranger. Donc je sais que ce travail existe ici au Japon, dans le déplacement. On va dire que le déplacement en soi ne fait pas la compétence, mais qu'il faut un retour sur l'expérience qui passe souvent par les mots. Hein, et dire que la reconnaissance exclut le jugement, exclut la hiérarchie des compétences et qu'elle postule l'histoire unique d'un individu. Et là, vous voyez qu'on sort, je dirais, d'un cadre normalisé, hein, qui est celui que, je dirais, qui est utilisé pour la définition des compétences linguistiques, où l'on va chercher en quelque sorte le plus grand dénominateur commun aux individus, alors que là, on va dire tout individu est unique. Donc, pour conclure, donc je voudrais terminer par, je dirais, cette expérience du comment évaluer ce petit document produit justement par un élève français en train d'intégrer le système scolaire français, qui va dire donc je m'appelle Jinky, je viens des Philippines, je viens d'avoir 17 ans au mois d'avril, je parle tagalog, anglais, français. Je suis la fille unique de monsieur et madame J. Je suis arrivée depuis 11 mois en France. Quand je suis arrivée en France, c'était très dur pour moi de laisser mon pays où j'ai grandi et la personne qui m'a gardée quand je suis née.
la personne avec qui je parle, c'est ma tante qui s'occupe de moi, quand ma mère n'était pas à mes côtés. Ma tante, c'est une vieille fille qui se soucie de moi comme si j'étais sa propre fille. Elle est une personne aimante et attentive. Je la considère comme ma vraie mère. Dès sa naissance, elle s'est souciée de moi et je l'aime comme elle aime. Ce texte m'intéresse parce que derrière, il y a quelque chose justement que le formateur, l'enseignant doit être capable de reconnaître, qui là inclut une certaine forme de compétence, cette fois du point de vue de l'enseignant, sur les contextes géopolitiques qui sont derrière ces récits. Ici, donc, on est sur quelqu'un qui est né aux Philippines, dont les deux parents se sont exilés, conformément, je dirais, à une situation économique philippine où, en général, les hommes sont marins, les femmes vont se faire bonnes où elles peuvent, là, dans les pays plus riches, dans les Émirats, à Hong Kong. Et le drame, finalement, de cette fille qui a été élevée par sa tante, où le lien entre le lien filial a été en quelque sorte rompu par l'exil. Alors, comment évaluer cette compétence ? Si je l'associe à une compétence linguistique, le texte est assez simple. Je veux dire, c'est pas rien d'exceptionnel dans ce texte, A2, B1. Bon. Si je le vois en termes d'expérience et de richesse, vous voyez qu'on a une intensité, voire même une certaine douleur qui s'exprime quand cette fille a été obligée de laisser sa tante aux Philippines pour rejoindre ses parents en France et retrouver finalement des inconnus. Mais je dirais que savoir interpréter la différence, c'est aussi savoir reconnaître la cruauté et la douleur, la difficulté qu'il peut y avoir derrière ce genre de situation. Je vous remercie.